donne la parole donc à Xavier Fernandez, professeur à l'Université de Nice. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver maintenant de façon électronique, hein. C'est un petit peu particulier d'échanger avec un auditoire seul devant son écran. Mais ça permet de pouvoir toucher un petit peu plus de personnes. Et donc, ravi de vous retrouver, d'échanger au cours de cet après-midi qui va être extrêmement intéressant vu les autres conférenciers qui vont intervenir. Alors, j'ai un petit peu la lourde tâche de devoir résumer des millénaires d'histoire en 20 minutes. Donc, c'est quand même un petit peu compliqué. Je vais essayer d'être le moins lourd possible, surtout vu l'horaire, hein, et surtout de m'arrêter sur des grandes codes et de résumer cette histoire voilà, de la parfumerie. Et on va en discuter beaucoup avec les roses et leurs parfums. Alors, moi, je suis chimiste, hein, chimiste produit naturel qui s'intéresse aux substances odorantes. Et j'ai eu l'occasion de m'intéresser aussi à l'histoire de ces substances odorantes à travers un certain nombre de projets qu'on évoquera peut-être en fin d'intervention. Mais je vais plutôt me focaliser sur les propos. Alors, bon, l'histoire de la parfumerie, l'histoire des odeurs est assez fascinante, hein, si on se pose un petit peu, qu'on réfléchit. Parce que depuis que l'homme est homme, et quand je dis homme, c'est avec un H majuscule, hein, l'humanité, cette humanité a toujours été fascinée par les odeurs. Elle a toujours été fascinée par les odeurs pour plein de raisons, mais on comprend aisément que pendant très longtemps, cette fascination, elle était liée à l'incompréhension. L'odeur, c'est quelque chose qu'on perçoit, mais qu'on ne voit pas. Et donc, on comprend facilement à travers cette petite phrase le côté mystique, magique des odeurs, puisque nos ancêtres ont tout de suite vu une communication avec les dieux, avec les défunts, et que ces odeurs, c'était un moyen de communiquer, et un moyen de communiquer des puissants, et un moyen d'aller vers ces puissants. Donc, il y a vraiment un caractère particulier des odeurs avec l'humanité, donc des parfums, puisque, bon, on peut comprendre aisément que ces parfums, c'était la capacité d'avoir des produits odorants pour pouvoir communiquer avec ces entités divines ou ces défunts. Donc, le côté mystique du parfum sur lequel on va revenir, et le côté mystérieux de l'odorat, puisque pendant des millénaires, on ne savait pas, on ne voyait pas l'odeur, on ne savait pas d'où ça venait. Et donc, l'humain a toujours été fasciné par l'odeur et par les parfums. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on va aborder, qu'on va discuter, c'est surtout l'évolution aussi de cette histoire des parfums et de cette chimie des parfums. Comment on a pu passer au fil du temps entre quelque chose qui était extrêmement empirique à partir de matières premières naturelles, de mélanges, de procédés simplistes, à aujourd'hui une véritable industrie. Hein, puisque aujourd'hui, la parfumerie, on est sur le secteur qu'on appelle de la chimie fine, quelque chose d'assez puissant industriellement, en particulier pour la France. Et on est passé, alors ça n'a pas été soudain, hein, puisqu'il a fallu des millénaires, mais de la petite boutique, de la petite échoppe qui ressemble plus à une cuisine, aujourd'hui un fleuron de la science. Comment on a pu passer comme ça au fil du temps. Et donc, on a des parfums qui ont évolué depuis, je dirais, depuis l'époque pré-antique, avec des formules qu'on va voir, hein, les plus rudimentaires, jusqu'aux parfums que vous connaissez aujourd'hui, que vous achetez. Donc, avec comme ça, bon, c'est un exemple de frise chronologique avec des grands parfums un petit peu emblématiques de l'histoire de la parfumerie. Mais voilà, une évolution au cours du temps. Voilà, je vais essayer de vous compter en quelques minutes pour voir un petit peu comment on en est arrivé là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les premiers parfums étaient très loin de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Hein, on verra en fin d'intervention, aujourd'hui, la parfumerie qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle la parfumerie alcoolique.
Donc, c'est un concentré de substances odorantes dans de l'éthanol qu'on s'applique sur le corps ou les vêtements. Pendant longtemps, les parfums, ce n'était pas ça. Les parfums, ça a été tout d'abord des mélanges à brûler, donc des mélanges de végétaux, donc des mélanges de bois, de feuilles, de résines qui étaient agglomérés et qui étaient mis à brûler, qui se rapprochent tout simplement de l'encens qu'on peut encore utiliser aujourd'hui ou qu'on peut voir dans les églises. Ces parfums à brûler, c'est de là que vient le nom parfum, puisque si on regarde l'étymologie de parfum, c'est perfumum, par la fumée. Et donc, c'était vraiment ces produits qui étaient mis à brûler, qu'on peut le voir ici, dans l'illustration en bas à gauche, où on met dans un encensoir des produits à brûler pour concevoir les parfums. Puis sont venues des préparations, cette fois solides, pâteuses, qui étaient des produits plutôt en base grasse, où on utilisait la capacité qu'ont les corps gras à piéger les substances odorantes. Vous savez très bien, quand vous mettez une plaquette de beurre dans le frigo, s'il y a un aliment à côté qui est très odorant, le beurre va se gorger de cette odeur. Les corps gras ont beaucoup d'affinité avec les substances odorantes. Et donc, des formules un peu plus élaborées de parfum consistaient à macérer des plantes dans des huiles, dans des beurres, dans des graisses animales pour qu'elles se saturent en composés odorants, et puis après on les utilisait en s'appliquant sur le corps. On reverra ça un peu plus tard. Et puis il y avait également des macérats à queue ou des plantes broyées où on en tirait le jus pour se parfumer. Donc vous voyez des parfums très loin de ceux qu'on utilise aujourd'hui, mais par contre extrêmement utilisés lors de l'époque qui est, dans notre histoire la plus documentée, qui est l'Antiquité. Alors l'Antiquité, ça a duré des millénaires, à partir de la maîtrise de l'écriture jusqu'au début du Moyen-Âge. Donc c'est une période très très longue, et c'est une période où on a quand même beaucoup d'informations sur le parfum, et c'est également une période où l'usage du parfum est très développé. Alors l'usage du parfum est très développé tout d'abord et principalement pour deux raisons. La première, c'est ce côté mystique que j'ai évoqué au début, c'est que le parfum, c'est un objet de culte, c'est un objet qui permet de communiquer avec les dieux, et donc on utilise beaucoup les parfums pour oindre les statues et pour faire des présents, des dons dans tous les lieux de culte et dans toutes les fêtes religieuses. Donc il y a vraiment une utilisation sacrée du parfum qui est très forte. Et puis, ce qu'on oublie assez souvent, c'est que le parfum à l'époque, il n'est pas distingué du médicament. Tous ces produits parfumés, c'est également des médicaments, et les médicaments sont tous des parfums. Donc, il n'y a pas de séparation entre cette parfumerie et la médecine, et on verra que ça nous a amené beaucoup d'informations. Donc, les parfums tiennent aussi lieu de médicaments. Et puis, il y a également une utilisation profane comme celle qu'on a le plus aujourd'hui, donc parfumer pour séduire, parfumer pour montrer avec des formules luxueuses qu'on a réussi. Donc, bon, il y a l'utilisation un peu plus classique qu'on peut connaître aujourd'hui. Alors, les parfums, lors de toute cette époque antique, ils ont plusieurs formes qu'on a évoquées tout à l'heure. Durant l'Antiquité égyptienne, grecque, romaine, on utilise encore beaucoup les parfums à brûler. Donc, vous voyez ici une illustration du célèbre kifi, qui est un des parfums à brûler égyptiens très, très célèbre, si ce n'est pas le plus célèbre, qui est un mélange. Vous voyez, on peut le voir sur cette reconstitution de formule. On voit un mélange de matières premières naturelles, du bois, des épices, des gommes résines, mélangées dans du vin, et après qui sont agglomérés pour, une fois être mis à sécher, être mis à brûler dans un encensoir, comme on peut le voir en dessous. Mais on utilise également beaucoup donc ces parfums en base grasse, dans de l'huile, donc qui sont vraiment les parfums stars de l'époque, et donc qui sont tout simplement une succession de macération de végétaux dans des huiles végétales, les huiles végétales étant très, très variées à l'époque.
La plus utilisée, c'est l'huile d'olive, mais pas l'huile d'olive qu'on connaît aujourd'hui, plutôt de l'huile d'olive verte, mais d'autres huiles également utilisées, comme l'huile de moringa ou l'huile de sésame ou d'amande. Et puis, une multitude de matières premières odorantes. Alors, bien sûr, la rose, et je ne vais pas dire la rose, mais les roses, parce que à cette époque-là, il y a plusieurs variétés qui sont utilisées, entre la rose de Campanie qui ressemble à une rosa damascena, en tout cas sur les descriptions qu'on en a, mais tous les parfumeurs antiques utilisaient la rose qu'ils avaient à proximité, puisqu'ils l'utilisaient fraîche. Donc, on retrouve les floraux, bien sûr les épices, les gommes résines qui sont des matières premières historiques de la parfumerie, des racines et des rhizomes de façon assez remarquable. On retrouve dans ces grandes matières premières odorantes utilisées durant l'Antiquité un bon nombre de matières premières qui sont encore aujourd'hui les grandes stars de la parfumerie moderne dans le naturel. Et sous des formes qui ont peu évolué, en tout cas les mêmes parties du végétal qui sont extraites. Et puis, une certaine technologie et une certaine maîtrise de la parfumerie avec des agents qui permettent d'avoir des formules qui tiennent plus dans le temps, avec une viscosité adaptée, ou voire même une couleur en relation avec le nom du parfum et la matière première un peu éponyme. Alors juste très rapidement, pour comprendre un petit peu, quand on étudie ces formules anciennes, finalement, comment on fait? C'est quelque chose qui est assez fascinant parce que finalement, ça amène le scientifique à être un détective, c'est-à-dire à mener une enquête en collectant les preuves, en collectant les indices pour arriver à des formules, pour arriver à reconstituer un produit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme indice? Bien évidemment, on a les fouilles archéologiques. Donc des vestiges qui permettent, comme on le voit en bas à droite, de reconstituer à partir de tout ce qui a été trouvé des ateliers de parfumeurs pour connaître un petit peu les pratiques qui étaient utilisées à l'époque et essayer de les reproduire. Donc voilà un atelier de parfumeurs lors de l'Antiquité. On a aussi l'iconographie qui nous montre un petit peu à travers, bien sûr, des choses un petit peu romancées avec les pratiques de l'époque, mais on le voit bien sur cette fresque qui est une des plus connues, si ce n'est la plus connue, où on voit les pratiques qui étaient utilisées pour fabriquer du parfum, du pressage de l'huile, la macération, les petits chérubins qui également broient des matières premières jusqu'à la vente de ces produits. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de distinction entre médicaments et parfums, et ça, c'est une énorme chance, parce que ça a permis, à travers les ouvrages des grands médecins antiques, de retrouver des formules de parfums et de pouvoir avoir des informations très précieuses. Les informations les plus précieuses étant obtenues dans les écrits de Dioscoride, mais également Théophraste et Pline, qui sont les trois sur lesquels il y a les données les plus pertinentes. Alors, ça permet aussi de mettre un certain nombre de choses en perspective. Alors, j'ai pris bien évidemment l'exemple du Rhodinone Italicum, qui est vraiment le parfum à la rose, qui est une des grandes stars en termes de parfumerie de l'Antiquité. Bien évidemment, dire qu'on a la formule du Rhodinone, c'est une erreur majeure, parce que de la même façon qu'aujourd'hui, chaque chef cuisinier a sa recette de la blanquette, chaque parfumeur de l'époque avait sa recette, sans compter les variétés botaniques qui pouvaient différer selon l'endroit où on se retrouvait. Donc, imaginez avoir le parfum Rhodinone Italicum, on le voit à travers ce petit tableau où, dans les écrits de Théophraste, Pline et Dioscoride, on ne retrouve même pas les mêmes matières premières. Donc, forcément, c'était des parfums différents. Donc, ça montre et ça met en perspective la complexité de ce type de travail. Et puis, il y a, je dirais, les analyses qu'on peut réaliser sur des flacons de parfum. Donc, vous voyez ici des tessons d'amphore et des petits flacons de parfum qu'on a retrouvés à Pompéi, qui permettent d'être analysés. Donc là, c'est les experts à Pompéi, tout simplement, où grâce à cette céramique poreuse qui s'est imprégnée de parfum, on peut mener des analyses, donc voilà, avec des outils extrêmement puissants et sensibles. Alors forcément, on ne retrouve pas les substances odorantes, vous pouvez vous en douter, parce qu'elles ont été perdues au cours du temps. Mais on a des marqueurs de certaines matières premières
Alors, ça peut être des fois des composés qui se sont dégradés dans d'autres composés, mais qui, pour ce qu'on appelle les archéochimistes, permet d'arriver à remonter à une matière première. Tel acide gras nous permet de savoir que c'est cette huile végétale qui était utilisée, tel composé terpénique qu'on utilisait de l'encens ou de la myrrhe. Et donc, on arrive comme ça à obtenir des preuves supplémentaires grâce aux formules. Il ne faut pas la lire, hein, mais c'est juste pour montrer un petit peu ce qu'on va retrouver. Aux formules qu'on peut retrouver dans les traductions des médecins antiques, eh ben, on peut tout simplement sourcer les matières premières et reconstituer à l'identique, vous voyez, hein, vraiment en se mettant en condition du parfumeur, un parfum antique, vous voyez les étapes de macération pour arriver jusqu'à l'élixir final et de pouvoir l'évaluer olfactivement, c'est ça qui est intéressant, pour être capable de le resituer dans tout simplement la frise chronologique des odeurs. Alors, bon, ça c'est une autre formule cette fois au jasmin, et ça nous a permis par exemple de démontrer que ce qu'on retrouvait dans certains écrits était une réalité, que les goûts avaient changé par exemple entre les masculins et les féminins. Aujourd'hui, les odeurs qui sont plus, les parfums qui sont plus féminins étaient à l'époque des masculins et vice-versa. Donc, on voit que les goûts évoluaient au cours des siècles. Donc, une utilisation et donc vraiment un travail de détective pour étudier et reformuler pour pouvoir sentir ces parfums et savoir un petit peu comment on les situe dans l'histoire de la parfumerie. Alors, cette antiquité, hein, ça a vraiment été une âge d'or du parfum, hein, on l'a vu tout à l'heure, utilisé à plein de niveaux. Il y a eu quand même un recul très fort au début du Moyen-Âge. Donc là, la parfumerie, en tout cas en Occident, a fortement reculé, tout simplement parce qu'on a vu le parfum sacré, on a vu le parfum médicament, mais le parfum profane était lié à des mœurs antiques qui étaient extrêmement désapprouvées par le début de la chrétienté et une adéquation, en tout cas pour l'Église chrétienne naissante, une adéquation entre le péché de chair, la luxure et l'utilisation de ces parfums. Et donc, l'utilisation du parfum lors du début du Moyen-Âge a été fortement déclinée. Les matières premières odorantes qui étaient utilisées, elles n'étaient utilisées que par les moines pour leurs propriétés médicinales. Hein, donc, les jardins des simples, c'était pour les ecclésiastiques, plutôt pour le côté thérapeutique. Et le parfum, au début de l'Antiquité, c'est le filtre d'amour. C'est, je dirais, le produit un peu issu de l'alchimie ou de la sorcellerie, parce qu'on prête des vertus plutôt sataniques au parfum que les vertus qu'on pourrait lui donner aujourd'hui. Donc, il y a quand même un déclin assez fort de la parfumerie durant le début du Moyen-Âge, et les grandes évolutions en parfumerie au Moyen-Âge, on les doit plutôt à l'Orient, tous les médecins et les scientifiques arabes qui ont développé l'art de distiller les plantes pour produire des huiles essentielles, pour produire des hydrolats. Et donc, c'est les croisés qui ont ramené, et les morts après, un peu plus tard à travers l'Espagne, mais qui ont ramené toutes les innovations en termes de parfumerie. Ce n'est pas du tout en Europe, durant le début du Moyen-Âge, qu'on voit la parfumerie se développer. Alors, il y a vraiment des utilisations sacrées du parfum, mais ça reste faible. Et finalement, un des grands parfums du Moyen-Âge qui illustre bien ces propos un peu entre sorcellerie et parfumerie, c'est le célèbre parfum qui s'appelle l'eau de la reine de Hongrie, qui est le premier parfum finalement en base alcoolique, même avant les colognes. Hein, donc, vous voyez, c'était surtout des parfums en base grasse. Et l'eau de la reine de Hongrie est un parfum en base alcool, le premier. Alors, attention, les alcools de l'époque sont très vinaigres, hein, sont très vineux parce qu'on n'arrive pas à purifier l'éthanol comme on peut le faire aujourd'hui. Et ce premier parfum, il était à la fois utilisé sur le corps, mais aussi ingéré pour ses propriétés dites magiques. Donc, notre brave reine de Hongrie était une personne vieillissante, hein, qui n'était pas, en tout cas, dotée de tous les attributs de beauté de l'époque, qui avait un certain âge. Et donc, elle s'est fait confectionner un parfum essentiellement composé de citrus et de romarin. Et grâce à ce parfum, elle a rajeuni, elle est devenue belle, elle a réussi comme ça à séduire le prince de Pologne.
Donc, vous voyez un petit peu encore le côté mystique du parfum. Donc là, ce n'est pas l'odeur, hein, c'est des propriétés un peu magiques qu'on donne au produit. Par contre, il a permis d'ouvrir la voie à cette parfumerie alcoolique qui est la parfumerie d'aujourd'hui. Donc, il est notable, en plus de l'histoire qui est toute mignonne. Et puis, la parfumerie va évoluer, et c'est là où la France, ça arrive de temps en temps, c'est là où la France va tirer la bonne carte, et en particulier les premiers ministres de l'époque. Hein, donc là, on arrive au 15e, 16e, 17e siècle, où ils voient dans la parfumerie un secteur d'activité qui peut se développer et qui peut rapporter des devises à la France. Et donc, il y a un certain nombre d'ordonnances qui vont être prises pour développer la parfumerie, et en particulier la création de la corporation des gantiers parfumeurs pour un petit peu structurer ce qui était jusqu'à présent de l'artisanat. Donc là, l'idée de développement pour faire rentrer des devises, c'est de développer la parfumerie. Et c'est à cette époque-là où on voit la parfumerie migrer de Montpellier vers Grasse. Hein, le haut lieu de la parfumerie pendant longtemps, ça a été Montpellier, tout simplement parce que Montpellier était une des premières facultés de médecine et de pharmacie en France. Et donc, rappelez-vous, hein, les parfums pendant jusqu'au milieu, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, c'était aussi des médicaments. Et donc, les développements en parfumerie se faisaient par les médecins. Donc, c'est pour ça que le haut lieu de la parfumerie était Montpellier. Et à cette époque-là, la ville de Grasse, hein, qui était une toute petite ville, était une ville de tanneurs. Et donc, elle a commencé à utiliser les plantes à parfum pour parfumer le cuir qui sentait horriblement mauvais. Et le terroir grassois pour les plantes à parfum a bien fonctionné, et ça a amené finalement l'activité de la parfumerie à se déplacer de Grasse à cette ville de Montpellier à cette ville de Grasse. Et donc, à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance, comme son nom l'indique, on commence à beaucoup plus utiliser les parfums. Alors, on utilise beaucoup plus les parfums parce que là, l'emprise religieuse diminue, mais surtout parce qu'on sent horriblement mauvais. Hein, c'est une époque où on ne se lave pas. Et donc, le parfum, c'est aussi un objet qui permet de masquer les mauvaises odeurs. Donc, c'est aussi l'époque où on utilise, hein, vous voyez, ce qu'on appelait les pomandeurs, des sortes de pommes où on pouvait mettre des substances odorantes très fortes, des muscs, des odeurs qu'on allait porter sous les jupons, qu'on portait sur soi pour masquer son odeur corporelle qui était très forte. Alors, l'époque qui va après tout changer, qui va arriver à notre parfumerie moderne, c'est la révolution industrielle, le développement des sciences, lorsqu'on a été capable de savoir mais qu'est-ce qui sent dans toutes ces plantes qu'on a évoquées, qui ont des odeurs puissantes, qu'est-ce qui sent, quels sont les composés odorants. Et donc, dans un premier temps, ça a été les équipements d'extraction des plantes qui se sont développés, l'extraction avec des solvants qui s'est développée, l'obtention de l'éthanol de grande pureté pour faire de la parfumerie alcoolique. Et puis, quand la chimie, hein, la chimie de synthèse est née au 19e siècle, 1823 ou 27, je n'ai plus exactement la date, avec la synthèse de l'urée, quand le chimiste a été capable d'agencer les atomes pour construire des molécules. Et là, il y a eu un bouleversement assez fort de la parfumerie. Alors, pendant très longtemps, la chimie, elle a visé à reproduire la nature. Hein, si je prends une huile essentielle de cannelle, le principe odorant de la cannelle, une huile essentielle de cannelle, elle est composée à 70-80% de cinamaldéhyde. Là, le principe odorant de la vanille, c'est la vanilline, même si dans un extrait de vanille, il y a beaucoup d'autres choses. Et donc, la chimie de synthèse, elle a juste cherché à reproduire ces molécules de façon plus simple, dans de plus grandes quantités, tout simplement. Et elle a permis aussi de préserver notre biodiversité. S'il n'y avait pas eu la chimie de synthèse, le santal aurait complètement disparu, par exemple. Donc, au début, c'est juste la copie de la nature. Et puis après, le chimiste a fait part de création, c'est-à-dire qu'il a produit des molécules qui n'existent pas dans la nature.
Au début, sans trop de succès, parce que la parfumerie, c'est un secteur qui est quand même un petit peu basé sur le savoir-faire. Et puis, il y a eu un grand parfum très célèbre, que tout le monde connaît, qui a cassé un peu les codes, c'est numéro 5 de Chanel, puisque le parfumeur de l'époque, Ernest Beau, a eu l'idée, en plus de la rose et du jasmin, de mettre dans son parfum une famille de molécules qui étaient des molécules artificielles, et le parfum a fait un succès. Et donc, ça a cassé un plancher de verre et ça a permis de développer ces molécules de synthèse. Alors, ces molécules de synthèse, elles sont toujours un petit peu marrantes parce que c'est de très bons exemples de sérendipité, c'est-à-dire de découverte par hasard. Hein, les muscs nitrés qui ont beaucoup été utilisés dans les lessives ont été découverts pour les gens qui faisaient des explosifs. Vous voyez un petit peu la différence entre un explosif et un parfum. Et puis, il y a une molécule qui est très connue pour tous les parfums à odeur marine. Elle a été découverte par Pfizer, que tout le monde connaît pour plein d'autres choses, dans des essais sur les benzodiazépines, donc sur plutôt des antidépresseurs. Donc, vous voyez, des découvertes complètement par hasard. L'avantage avec une substance odorante, c'est que ça sent. Et donc, les chimistes, quand ils font des synthèses, des fois, ils tombent sur une molécule qui a une odeur intéressante. Alors, juste rapidement pour terminer sur l'aujourd'hui, hein. Alors, c'est vrai que le sens de l'olfaction, il a eu un gros coup de projecteur ces derniers mois. Hein, les termes, quand je m'amusais à faire des conférences de ce type-là et qu'on parlait d'anosmie, d'hyposmie, de phantosmie, les gens regardaient un petit peu avec des fois des yeux un peu sceptiques. Aujourd'hui, le terme anosmie, après le Covid, tout le monde le connaît. Hein. Donc, il y a eu un focus qui a été relancé sur l'odorat. Le sens de l'odorat, il est connu depuis pas si longtemps que ça, hein, maintenant, en termes de physiologie humaine, puisque les pionniers qui ont permis de découvrir la mécanique de perception des odeurs ont eu un prix Nobel dans les années 90. Donc, vous voyez que c'est relativement récent. Et les dernières études montrent qu'aujourd'hui, on pourrait identifier plusieurs milliers de milliards d'odeurs pour montrer à quel point il y a une richesse énorme dans ce qu'on peut être capable de distinguer. Donc, c'est vraiment un sens dit chimique, parce que c'est des molécules qu'on perçoit, qui est d'une complexité énorme. Et aujourd'hui, finalement, pour revenir sur le début, la genèse de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, en vous disant que lors de l'Antiquité, le parfum était très utilisé pour plein de raisons. Aujourd'hui, certes, on a perdu le parfum médicament, mais pas tant que ça, hein, parce que l'aromathérapie, qu'est-ce que c'est? C'est d'utiliser les odeurs pour se soigner. Donc, on utilise encore et de plus en plus les odeurs pour se soigner. Le parfum profane, on l'utilise. Religieux, ça a diminué. Mais aujourd'hui, le parfum, ben, il est partout. Il est partout. On fait du marketing olfactif. Aujourd'hui, le parfum, il est même synonyme de choses qu'il ne fait pas. Puisque, et ça, on le fait tous. Hein. Notre linge, il ne sent pas le propre. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas propre. Mais ça n'a strictement rien à voir. On peut très bien avoir un linge qui est propre, qui ne sent pas très bon, et un linge qui est sale, qui sent très bon. Mais nous, l'odeur de propre, elle est rentrée maintenant dans notre société. Donc, vous voyez que le parfum, l'odeur est partout, dans nos cinémas. Ça conditionne des achats. Alors, dans certains cas, on lui fait dire même un peu trop de choses. Hein. Les phéromones chez les hommes, ça n'existe pas. Hein. J'espère, puisque théoriquement, les hommes sont dotés d'autres facultés, en particulier la réflexion, et ce n'est pas l'odeur qui va permettre de séduire la personne convoitée. Ça, même si sur certains sites, on vous le propose, ne vous faites pas avoir, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, ce parfum, il a beaucoup évolué. C'est des mélanges de substances odorantes de synthèse et naturelles qui sont vraiment un mélange de techniques, parce qu'il y a beaucoup de science derrière, mais aussi de création, puisque la composition de tout ça, ce n'est pas un métier de scientifique, le métier de parfumeur, c'est un créateur. Mais aujourd'hui, ce qui est fascinant, c'est que ça reste encore l'adéquation entre la tradition, le savoir-faire. Vous voyez ici une production d'huile essentielle vraiment artisanale avec du savoir-faire et je dirais de la chimie de haute volée avec un développement de la synthèse qui ne faut pas réduire à le côté négatif que très souvent on peut apporter sur cette chimie qui est souvent décriée. La synthèse a quand même sauvegardé un certain nombre d'espèces et a amené un certain nombre de choses intéressantes. Il n'y a pas que du bon dans la synthèse chimique, mais par contre, il y a un certain nombre de choses positives. Et puis pour terminer aujourd'hui,
on retourne un peu sur des valeurs refuges. Cette synthèse qu'on a vue tout à l'heure, elle est très décriée. J'espère qu'on pourra en parler pendant les questions. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de problèmes de santé publique qui font très peur aux consommateurs, avec des erreurs. Hein. Ce n'est pas la chimie qui fait du mal, hein. C'est je dirais, les chimistes ou les scientifiques ou les humains qui, avec une science, ne font pas toujours des bonnes choses. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il commence à y avoir un rééquilibrage dans l'utilisation des ingrédients. Les ingrédients naturels avaient quasiment disparu au milieu des années 80. Et aujourd'hui, on revient à un certain équilibre avec le développement d'une nouvelle façon d'extraire le naturel, de faire plein d'extraits. Aujourd'hui, on peut faire plein d'extraits de roses divers et variés avec des odeurs différentes. Et donc, il y a encore plein de choses à découvrir, même sur des matières premières qu'on connaît bien. Voilà un petit panorama de l'histoire de la parfumerie, très rapide certes. J'espère que je n'ai pas été trop long et je me tiens à votre disposition. Merci beaucoup Xavier, c'était très intéressant et très clair. D'ailleurs, vous avez déjà un merci sur le cadran, enfin pas sur le cadran, mais dans les questions-réponses. Et si vous voulez bien, maintenant, vous pouvez poser vos questions et Xavier vous répondra. Vous pouvez aussi dire merci encore, mais poser des questions. Alors, moi, je vais vous poser une question. Quand vous dites qu'il y a de nouveaux ingrédients disponibles, les affres de la visio. Moi j'ai une question aussi, en attendant peut-être qu'on retrouve… On a perdu Yvette. Ouais, Yvette. Donc, Sylvie Bodino, j'en profite de ce que je suis intervenante pour poser une question en direct. Tu as dit tout à l'heure qu'en fait, la préférence pour les parfums masculins et féminins avait changé. Comment est-ce qu'on sait, quand on reconstitue comme ça un parfum antique, qu'il était plutôt pour les hommes ou plutôt pour les femmes ? Ben, c'est à travers les écrits, parce qu'en fin de compte, dans les traductions des textes, tu comprends le Rodinon ou d'autres, il est clairement indiqué que c'était un parfum qui était plus utilisé par les dames à l'époque. Et donc, en reconstituant et en refaisant les formules, ben, on s'est rendu compte que des parfums épicés assez lourds, ben, c'était les féminins, et les parfums jasminés, rosés, c'était les masculins. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, même si c'est pas si simple, c'est pas si manichéen que ça, mais voilà, c'est entre les écrits et les reconstitutions. Très bien, merci. Et on a retrouvé Yvette. Oui, je suis revenue. Alors, Jean-Claude Quessard pose une question à Xavier en disant que c'est toujours aussi passionnant et il demande à quoi sert un astringent dans l'Antiquité. Il a cru voir ça sur une des diapositives. Alors, ça devait être au tout début sur les familles de matières premières et je vais lui répondre tout de suite. Tac, non. Alors, je ne le vois pas, l'astringent, mais ces parfums-là, durant l'Antiquité, c'est vrai que je suis passé un petit peu vite, ils étaient aussi très souvent consommés par ingestion, c'est-à-dire qu'on les mangeait. Donc, il y avait aussi des fois du travail sur les propriétés organoleptiques, hein, parce que ces parfums-là, alors par exemple, quand on prend le Kifi, hein, parce qu'il était aussi mangé, on dit que c'est le parfum 2 fois bon. Il est bon quand on l'ingère, un peu comme un sorte de cachet, et par l'odeur lorsqu'on le met à brûler. Donc, tous ces parfums-là, hein, vraiment avec ce lien entre médicaments et parfums, donc ils étaient également ingérés. D'accord. Alors, l'auditeur dit 1000 merci pour votre intervention passionnante. Y a-t-il également des ingrédients d'origine naturelle qui ont été interdits ces dernières années à cause de leur impact sur la santé humaine ou sur l'environnement? Ou bien les restrictions, oui. Les restrictions ne s'appliquent qu'à des molécules de synthèse? Non, pas du tout. Non, il y en a plein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un extrait naturel qui est utilisé en parfumerie, c'est un mélange de plein de composés.
hein, quand on fait un extrait, je prends de la rose, je l'extrais, je vais extraire plusieurs centaines de composés, tout dépend de l'outil, la loupe qu'on a pour les identifier. Et statistiquement, dans ces extraits végétaux, il y a des composés qui posent problème. Donc après, la question qui se pose aujourd'hui pour les toxicologues et les législateurs, c'est la quantité qu'on a dans l'ingrédient. Donc, quand le composé qui pose problème parce qu'on sait qu'il amène un certain nombre de difficultés, mais qu'il n'y en a pas énormément dans l'extrait naturel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le limiter dans le produit fini. Alors, je prends un exemple, et là, ça va être facile. Dans la rose, il y a du méthylogénol, enfin dans la Damascena et dans la Centifolia. Et le méthylogénol, c'est un composé qui est classé comme CMR, hein, donc comme cancérigène, mutagène et reprotoxique. Et aujourd'hui, il est limité par la réglementation. Mais par contre, dans l'absolu et dans l'huile essentielle de rose, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, ça n'amène pas l'interdiction de l'extrait. Par contre, c'est encadré en termes de législation. Et si je veux mettre un extrait de rose dans un cosmétique, eh ben, il faut juste que je mette tant de quantité pour ne pas dépasser une valeur seuil de mon méthylogénol. Donc, alors ça amène les industriels très souvent à enlever le méthylogénol, parce que comme il n'y en a que quelques pourcents, on peut l'éliminer. Ça coûte cher, mais c'est faisable. Par contre, je prends une autre matière première qui était utilisée lors de l'Antiquité, qui était le calamu. Le calamu, c'est ce qu'on appelait un roseau odorant à l'époque, c'était extrêmement utilisé. Par contre, dans le calamu et dans l'huile essentielle de calamu, il y a 80% de bêta-acérone, qui, lui, présente un danger. Alors, c'est sûr que quand on enlève 80% d'une essentielle, il ne reste rien. Et donc, aujourd'hui, l'huile essentielle de calamu, elle n'est plus utilisée. Les extraits de feuilles de figuier ne sont plus utilisés. Elles étaient très utilisées jusqu'au milieu du Moyen-Âge. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des produits phototoxiques dans le figuier. Et donc, on ne peut plus utiliser d'extraits de feuilles de figuier. Donc, il y a un certain nombre d'extraits végétaux qui sont interdits, voire limités, de par leur toxicité plus ou moins importante. Alors, une autre question, est-ce qu'un parfum actuel pourrait être utilisé comme médicament? Dans sa version moderne, non. À part le côté aromathérapie, aujourd'hui, c'est un grand domaine sur lequel travaillent les acteurs de la parfumerie, parce qu'on sait que les odeurs ont un pouvoir. On ne parlait pas plus tard que ce matin, en particulier du pouvoir apaisant ou stimulant. On sait que certains produits ont cet effet comme ça, un mélange néroli, donc la fleur d'oranger, l'huile essentielle de fleur d'oranger et la lavande, a des propriétés apaisantes. Ce n'est pas entièrement objectivé, mais il y a quand même pas mal d'études qui le démontrent. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui travaillent comme ça sur le pouvoir des odeurs. Maintenant, les activités thérapeutiques vraiment fortes, comme on peut l'avoir en phytothérapie, les extraits qu'on utilise en parfumerie sont généralement pas très riches en composés qui ont une activité biologique démontrée. Donc, dans ces plantes, il y a des composés qui peuvent avoir un intérêt, mais ce n'est pas tant les extraits qu'on utilise en parfumerie qui en ont. Donc, faibles. Mais pourquoi pas? Alors, peut-être une dernière question. Un parfum comme le numéro 5 de Chanel a-t-il changé d'odeur au fil du temps en fonction d'une composition différente des matières premières ou du coût de fabrication? Alors, changer d'odeur, je dirais oui et non. Changer de formule, il a changé vraiment beaucoup de fois de formule. Numéro 5, il a 100 ans, ou il a fêté ses 100 ans il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un des rares parfums qui a traversé l'histoire. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des matières premières qui étaient utilisées il y a 100 ans qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Et donc, les parfumeurs ont dû revoir la formule de numéro 5 pour la mettre au goût du jour et en particulier qu'elle soit conforme avec les évolutions réglementaires. Mais par contre, pour eux, dans l'objectif que l'odeur, c'est la même. Donc, je pense que le commun des mortels, enfin, moi, je ne distingue pas, c'est-à-dire qu'on sent 3 formules de numéro 5, je pense que la majorité des gens ne voient pas la différence. Par contre, les gens qui ont un nez aguerri ou dont c'est la profession, ils voient qu'il y a des petites modifications et que ce n'est pas la même formule. Donc, l'odeur, elle a changé puisque les formules ont changé, mais par contre, le grand public ne distingue pas ces changements d'odeur. Mais par contre, elle a changé un paquet de fois. Alors, pour terminer, on va vous demander si vous avez un livre à nous recommander sur l'histoire des parfums.
Il y en a plusieurs hein, de livres à vous recommander. J'ai eu le plaisir d'écrire un très bel ouvrage, mais je crois qu'il est épuisé, qui s'appelle L'herbier parfumé, dans lequel il y a une belle introduction écrite par Elisabeth de Fédot, qui est sur l'histoire de la parfumerie. Et après, voilà, il y a le grand livre du parfum qui est édité par Né Éditions, où il y a une partie historique intéressant. Et après, il y a plusieurs ouvrages d'Elisabeth de Fédot, qui est une grande historienne du parfum, et qui vulgarise très bien. C'est des bouquins qui se lisent, qui sont assez agréables à lire. C'est des beaux ouvrages qui sont assez agréables à lire. Donc, ouais, le grand livre du parfum ou un ou deux ouvrages d'Elisabeth de Fédot pour commencer en histoire de la parfumerie, c'est ce qu'il y a de mieux. Merci beaucoup, Xavier. Eh bien, merci à vous. Merci pour vos réponses aux questions également.